On va parler aussi d'un autre choc culturel que les professionnels et les usagers ont vécu, qui est la rencontre entre le secteur des drogues illicites et celui des drogues licites. La notion de drogue licite, drogue illicite a complètement disparu de la phraséologie officielle et on a tout englobé sous le terme générique de l'addictologie. Et d'ailleurs, je vois certains addictologues présents dans l'assistance. Et d'ailleurs maintenant, drogue, alcool, tabac, même combat. La rencontre des professionnels de la toxicomanie, je mets des guillemets, et de l'alcool a été un choc culturel dont d'ailleurs certains d'entre nous pas encore tout à fait remis. Les gens qui travaillent dans le secteur de l'alcool ont une histoire, une genèse tout à fait différente. Et puis effectivement, dans la façon aussi d'aborder la question de l'alcool et d'aborder sa problématique et puis des solutions qui pourraient être apportées, je parle à l'imparfait, mais enfin je crois qu'on peut largement parler encore au présent, on est quand même confronté à un corps professionnel qui pense qu'effectivement la meilleure façon de traiter le problème de l'alcool, c'est d'arrêter de boire, ce qui en effet peut être une solution. Je pense que pour la drogue, ça peut aussi l'être, surtout effectivement confronté à une consommation qui dure et qui n'est pas forcément réglée par cette vocation uniquement abstinentielle. Est-ce qu'on peut parler de réduction du risque en matière d'alcool? Pour ça, j'ai invité quelqu'un que un certain nombre d'entre nous connaissent, qui travaille avec une association qui s'appelle l'ANPA, Association nationale de prévention en addictologie et alcoolologie. J'ai cru comprendre que ce qui a bouleversé la pratique en toxicomanie et qui a favorisé l'émergence d'une approche de réduction des risques, c'était l'épidémie du sida. Et il me semble qu'on peut dire que s'il n'y avait pas eu le sida, il n'y aurait peut-être jamais eu de mise en œuvre de la réduction des risques en toxicomanie. Mais moi, ça me pose un petit peu souci, ça, parce que je serais curieux de savoir comment on peut incriminer dans la propagation du sida la toxicomanie et comment, dans le même temps, on ne peut pas évoquer l'implication des usages excessifs d'alcool, ponctuels ou chroniques, dans des conduites à risque qui ont conduit à la transmission de ce même VIH. Moi, je ne viens pas du tout de la RDR, je ne viens pas du tout de l'autosupport. C'est des choses que j'ai découvertes très récemment quand je me suis posé la question de ce qu'on pouvait mettre en place de novateur un petit peu dans une approche alcoolologique différente qui remettrait un petit peu l'usager au cœur de nos préoccupations. Vous savez qu'en alcoolologie, il n'existe pas de réduction des risques et il n'existe évidemment pas d'autosupport et de regroupement d'usagers actifs, à moins de considérer que les apéros Facebook et ce qui se passe dans les bars de Marseille et d'ailleurs tous les soirs correspondent à des réunions d'usagers. Il n'y a pas vraiment d'espace d'expression où l'usager d'alcool va pouvoir faire entendre sa voix en tant qu'à la fois usager d'alcool et à la fois en tant qu'usager de dispositifs qui éventuellement pourraient accompagner et venir en aide aux difficultés qu'il pourrait avoir dans sa relation au produit. Je vais au cours de mon intervention avoir là-dedans parfois extrêmement dur vis-à-vis de l'alcoolologie, parce que je pense qu'il est nécessaire d'en faire la critique pour améliorer les conditions d'accompagnement des personnes. Je tiens à préciser que la pratique alcoolologique est extrêmement pertinente pour certains publics. On pourra avoir la question de comment se fait la sélection des publics en alcoolologie. Je pense que, à l'inverse de la pratique d'injection, comme il n'y a pas de substitution à l'alcool et comme il n'y a pas de mode d'ingestion propre pour l'alcool qui permettrait qu'en intervenant sur ces deux aspects, on réduise les risques liés aux usages, parce que l'alcool est toxique en lui-même, il est bien plus que tous les opiacés et que toutes les drogues illicites. La simple absorption répétée de manière chronique induit des dommages. Ça, c'est une réalité acquise. Et une fois qu'on a bien posé cette réalité-là, on
considère donc que le projet abstinence et le sevrage sont une des possibilités qui nous sont offertes de proposer une amélioration de la qualité de vie de la personne. Parce qu'encore une fois, mettons-nous tout de suite d'accord, mais ça j'ai pas besoin de vous l'expliquer. Par contre, quand on intervient auprès d'alcoologues, des fois il faut expliquer. Ce qui nous intéresse, c'est pas que la personne soit sevrée. Ce qui nous intéresse, c'est pas que la personne cesse d'ingérer un toxique. Ce qui nous intéresse, c'est que sa qualité de vie soit améliorée. Ça, parfois, c'est un peu difficile à faire entendre. La pratique alcoologique, depuis qu'elle a été fondée, depuis qu'elle s'est créée au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, a élaboré sa pratique de manière totalement empirique, en intervenant sur le profil type du papy Mougeot, qui est quoi ? 60 ans, 70 ans, avec des modes d'usage qui sont le litron à table, midi et soir, le rouge et rien d'autre, chroniquement, pendant 20, 30, 40, 50 ans, et puis à un moment, il y a quelque chose qui pète, c'est le foie, c'est n'importe quoi, c'est le pancréas, et là, pof, on fait appel à l'alcoolologie. On fait appel à l'alcoolologie pourquoi ? Pas pour arrêter de boire, ça c'est du pipeau ça. On fait appel à l'alcoolologie parce qu'on a mal à un moment quelque part. Mais comme on a bien compris, l'adage populaire, qui a bu boira, patati patata, il se passe quoi ? La logique à l'œuvre, c'est quoi ? C'est que si je veux qu'on m'aide à résorber cette souffrance, j'ai intérêt d'aller dire aux soignants que mon souhait, c'est d'arrêter de boire. Et donc là, c'est absolument essentiel quand on pose la question de la place de l'usager, de voir à quel point l'offre de soins conditionne complètement la demande de l'usager. Ce qui font de la pratique alcoolologique, et le constat dans le centre d'alcoolologie, c'est pas de précaire, pas de polyusage, et cette figure tutélaire du papy Mougeot, qui est pratique parce que c'est un patient docile. Et ça pose beaucoup de problèmes à nos équipes de soins que d'avoir à des moments affaire à des patients qui ne sont pas dociles. Ce que je dis là, c'est pas propre à l'alcoolologie, Ça traverse à peu près tous les champs de la médecine. On s'assure bien qu'il adhère au projet sevrage et abstinence. Ça peut se faire à plus ou moins long terme. Les alcoologues, ils vous expliquent qu'il n'y a pas d'urgence en alcoolologie. C'est assez pratique parce que quand quelqu'un vient en panique, du coup on lui dit ah non, c'est pas ici. Donc que des rendez-vous, que des personnes dont on va s'attacher à mesurer la motivation à l'arrêt. L'argument fatal concernant les grands précaires, qui n'est pas totalement faux d'ailleurs, qui consiste à dire qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de ces publics-là ? De toute façon, on va les faire arrêter de boire et on va les remettre à la rue, ils vont recommencer le lendemain. Vous savez qu'à de très rares exceptions, les établissements de cure en alcoolologie n'acceptent pas les gens qui ne peuvent pas justifier d'un hébergement pérenne à la sortie de leur cure. Avec l'argument vrai, qui est de dire qu'on sait qu'au niveau neurologique, l'alcool est très toxique, mais il faut savoir que des cures et des sevrages répétés sont encore plus toxiques au niveau neurologique qu'une consommation maintenue en l'état. C'est-à-dire des pics de consommation, puis arrêt, puis reprise massive, puis arrêt, puis reprise, c'est extrêmement neurotoxique. Donc l'argument des alcoologues, c'est de dire ça ne sert à rien qu'on les fasse arrêter de boire, on va leur faire plus de mal que de bien.